Au milieu d'une tempête, une femme pauvre sauve un petit garçon blessé près de sa cabane. À l'aube, il découvre qu'elle était la fille disparue de l'homme le plus riche du pays. Camille Moreau vivait dans une petite cabane de bois, posée au bord d'un sentier à peine visible, à l'orée d'une forêt dense et silencieuse, non loin du lac d'Annecy. Elle avait 30 ans, mais ses gestes lents et son regard souvent perdu dans le lointain trahissaient un poids ancien sur ses épaules. Les jours s'écoulaient en une routine douce et solitaire. Elle se levait au lever du soleil, nourrissait ses 2 poules, préparait des confitures de mûres ou de framboises qu'elle vendait à la petite épicerie du village voisin, puis passait ses soirées à coudre ou à lire de vieux romans dans le fauteuil de sa grand-mère, hérité avec la maison. Le village de Sévrier, à quelques kilomètres en contrebas, connaissait à peine son existence. Camille s'y rendait 1 ou 2 fois par mois, échangeant à peine quelques mots avec la boulangère ou la pharmacienne. On la considérait comme une sorte d'ombre tranquille, sans histoire, presque effacée du monde. Elle n'avait pas d'amis, pas de famille connue, et ne semblait pas en chercher. La solitude n'était pas une punition pour elle, mais une compagne fidèle, presque rassurante. Le silence des bois, le craquement du feu dans la cheminée, le chant lointain des oiseaux lui suffisaient. Ce soir-là, pourtant, quelque chose changea. Le vent s'était levé dans l'après-midi, soulevant des feuilles mortes comme des tourbillons de cendres. Les nuages avaient envahi le ciel en une masse compacte et menaçante, et peu après, la pluie s'était abattue sur la montagne avec une violence rare. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant brièvement la forêt comme des flashs photographiques. Camille, assise près du feu, observait le spectacle à travers la fenêtre. Elle se sentait plus seule que d'ordinaire, comme si cette tempête réveillait quelque chose d'ancien, d'oublié au fond d'elle. Alors qu'elle s'apprêtait à refermer le rideau et retourner à son tricot, un son inattendu la fit se figer. Un cri, faible, lointain, mais bien réel. Un cri étouffé, presque noyé dans le grondement du tonnerre. Camille resta immobile, à l'écoute. Le vent hurlait contre les murs de la cabane, mais le cri revint, un peu plus clair, suivi d'un bruit sourd, comme une chute dans la boue. Son cœur battait plus vite. Elle hésita un instant, puis attrapa sa lanterne à huile et une vieille veste imperméable. Elle n'avait pas quitté sa maison par un temps pareil depuis des années, mais quelque chose dans ce cri, cette détresse brute, désarmée, ne lui laissait pas le choix. Elle ouvrit la porte et s'avança dans la nuit noire. La pluie martelait son visage, l'eau ruisselait sur ses bottes, transformant le sentier en un ruisseau glissant. Elle marchait lentement, chaque pas devenant plus incertain. La lanterne tremblait dans sa main, projetant une lumière vacillante sur les troncs d'arbres détrempés. Puis, au détour d'un rocher, elle le vit. Un petit corps étendu sur le sol, à moitié recouvert de boue. C'était un garçon, pas plus de 10 ans peut-être, les vêtements trempés, la peau livide. Il semblait inconscient. Une fine traînée de sang s'échappait de son front, se mêlant à la pluie. Camille s'agenouilla, son souffle coupé. Elle posa la main sur son cou, un pouls faible, mais présent. Elle murmura quelque chose qu'elle-même ne comprit pas, puis glissa les bras sous le garçon et le souleva avec effort. Le retour jusqu'à la cabane fut plus difficile. Le poids de l'enfant, l'instabilité du sol, le vent contraire, tout conspirait à la ralentir. Mais elle avançait, portée par une urgence qu'elle ne s'expliquait pas. Lorsqu'enfin elle atteignit sa porte, elle était trempée jusqu'aux os, haletante, mais déterminée. Elle installa le garçon sur le vieux canapé, alluma le feu au maximum, puis chercha dans sa boîte à couture de quoi désinfecter et bander les blessures. Elle n'était pas infirmière, mais elle avait appris à se débrouiller. Elle nettoya le front du garçon avec douceur, déchira un morceau de drap propre pour faire un pansement de fortune, puis lui ôta ses vêtements trempés et le couvrit avec une couverture de laine. Assise à côté de lui, elle resta longtemps à l'observer. Qui était-il? Que faisait-il seul dans cette forêt en pleine tempête? Aucune réponse ne lui venait. Seul le bruit du vent dehors et la respiration encore irrégulière de l'enfant remplissèrent la pièce. Pour la première fois depuis des années, Camille ne se sentait plus seule. Mais elle ne savait pas encore que cette nuit allait tout changer. La pluie ne cessait de tomber, martelant le toit de la cabane comme un tambourin sans répit. Camille, accroupie près du petit corps inerte, s'activait avec des gestes précis. Elle avait trouvé une bassine d'eau tiède chauffée à la cheminée et commençait à nettoyer les égratignures sur les bras du garçon. Ses mains tremblaient, non de peur mais de concentration. Le visage du garçon blême était méconnaissable à cause de la boue séchée et du sang séché sur son front.
Elle avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'un simple promeneur perdu, mais ses vêtements, bien que trempés et sales, parlaient d'une autre origine. Une chemise en lin coûteuse, des chaussures en cuir cousu main, une veste doublée. Rien que dans les coutures, on devinait une éducation éloignée de la rudesse des montagnes. Quand elle termina les premiers soins, elle l'enveloppa dans une grande couverture de laine, l'allongea sur le divan près du feu et s'assit à côté de lui. Le crépitement des bûches réchauffait lentement l'atmosphère et l'humidité ambiante laissait peu à peu place à un calme plus doux, presque irréel après la violence de la tempête. Camille n'avait pas de lit supplémentaire, mais veiller sur cet enfant semblait désormais sa mission naturelle. Elle l'observait, les traits fins, les paupières lourdes, les cheveux foncés collés au front par l'eau et le sang coagulé. Vers le milieu de la nuit, il gémit faiblement. Camille se redressa d'un coup. Les yeux du garçon s'ouvrirent à moitié, encore perdus entre le délire et la conscience. Ses lèvres bougèrent à peine audibles. Elle s'approcha lentement, posa une main douce sur son épaule. Il tourna légèrement la tête vers elle, regarda sans vraiment voir, et dans un souffle à peine plus fort qu'un soupir, murmura « Dorian Valois ». Puis il retomba dans l'inconscience, les traits crispés par une douleur sourde. Camille resta figée. Ce nom, elle ne l'avait jamais entendu, mais il vibrait d'une manière étrange, presque dérangeante. Elle le répéta en silence. Dorian Valois. Deux mots qui semblaient sortis d'un autre monde, d'une réalité éloignée de son univers montagnard et silencieux. Elle aurait pu croire à un simple nom d'enfant, imaginé dans un rêve, mais il y avait dans la façon dont il l'avait prononcé une vérité indiscutable, une urgence peut-être. Le reste de la nuit fut long. Elle dormit par intermittence dans la chaise, toujours aux aguets. L'enfant, lui, ne bougea plus, plongé dans un sommeil réparateur, mais fragile. Quand le jour pointa enfin, la tempête avait cessé, laissant derrière elle une forêt détrempée, des branches cassées et un ciel bas. Le silence du matin contrastait étrangement avec le tumulte de la veille, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Camille se leva, fit chauffer de l'eau pour une tisane et observa à nouveau le garçon. Il semblait plus calme. Son visage avait repris un peu de couleur. Mais elle savait que son état nécessitait plus que quelques pansements. Une fièvre pouvait surgir, ou une blessure interne, invisible à l'œil nu. Elle n'avait pas de voiture, et la route de terre menant au village était probablement impraticable après tant de pluie. Elle enfila un manteau, attrapa un panier, glissa quelques bocaux de confiture pour échange, et partit à pied en direction de Sévrier. Le chemin était boueux, par endroits glissants, mais elle le connaissait par cœur. Le village, à cette heure matinale, était encore endormi. Seules quelques fumées montaient des cheminées, signe discret d'une vie tranquille. Camille se rendit directement à la pharmacie. Madame Duval, la pharmacienne, la reçut avec un sourire mécanique, comme à son habitude. Mais dès que Camille évoqua le garçon blessé et prononça son nom, Dorian Valois, l'ambiance changea brusquement. Le visage de la femme perdit toute couleur. Elle recula d'un pas, les mains tremblantes, comme si elle venait d'entendre un mot interdit. Camille, surprise, tenta de la rassurer, expliquant qu'elle ne savait rien de plus, que le garçon avait murmuré ce nom pendant la nuit. Madame Duval ne répondit pas. Elle contourna lentement le comptoir, ferma la porte d'entrée à clé sans un mot, puis décrocha le téléphone derrière elle. Camille, debout au milieu de la boutique, ressentit une tension étrange, presque irréelle. La pharmacienne parlait à voix basse, mais certains mots étaient inclairs. Valois, retrouvé, vivant, forêt. Lorsque Madame Duval raccrocha, elle s'approcha de Camille, les yeux pleins d'une émotion indéchiffrable. « Quelqu'un va venir, ne partez pas. » Camille voulut protester, demander des explications, mais la femme tourna le dos et alla s'enfermer dans l'arrière-boutique, laissant Camille seule avec son incompréhension. Une demi-heure plus tard, une voiture noire s'arrêta devant la pharmacie. Deux hommes en costume en sortirent, raides, silencieux, et entrèrent, sans frapper. Ils ne portaient aucun insigne, mais leur manière de se mouvoir, de parler, dégageait une autorité froide et maîtrisée. L'un d'eux montra une photo à Camille. C'était bien lui, le garçon, Dorian Valois. Le regard était le même, quoiqu'un peu plus jeune sur la photo. L'homme dit simplement « Où est-il » Camille, encore sous le choc, leur indiqua le chemin vers sa cabane. Elle monta avec eux dans la voiture qui avala les kilomètres boueux en silence. Lorsqu'ils arrivèrent, les deux hommes s'activèrent immédiatement.
Ils prirent l'enfant dans leurs bras avec précaution, le recouvrirent d'une couverture stérile, communiquèrent entre eux par radio. Camille, debout sur le seuil de sa porte, observait la scène comme si elle était une figurante dans une pièce qu'elle ne comprenait pas. Avant de partir, l'un des hommes se retourna vers elle. Il la fixa longuement, d'un regard lourd, presque soupçonneux. Ce n'était pas de la reconnaissance qu'elle y lut, ni même de la méfiance pure. C'était autre chose, une hésitation, comme s'il la connaissait, ou croyait la reconnaître. Il ne dit rien, mais son regard s'attarda encore un instant de trop, puis il monta dans la voiture et disparut dans la brume matinale. Camille referma la porte derrière elle, l'âme vide. Le canapé était encore chaud, la couverture froissée. Il n'était resté qu'une nuit, mais déjà son absence se faisait cruellement sentir. Elle s'assit lentement, le nom tournant encore et encore dans son esprit. Dorian Valois. Qui était cet enfant? Et pourquoi son nom semblait-il ouvrir une porte invisible sur un passé qui ne lui appartenait pas? Du moins, pas encore. Lorsque Camille se réveilla le lendemain matin, elle crut un instant avoir rêvé toute la scène de la veille. La tempête, le garçon blessé, les hommes en costume, tout cela semblait irréel dans la lumière douce du petit matin. Mais le canapé encore humide, la couverture froissée et le silence inhabituellement pesant dans la cabane lui rappelèrent que ce n'était pas un songe. La solitude avait repris sa place dans l'espace, mais une tension étrange planait dans l'air, comme si quelque chose d'invisible s'était noué dans l'ombre, prêt à se resserrer autour d'elle à tout instant. Elle repensa au regard de l'un des hommes, à cette façon silencieuse de la sonder, comme s'il cherchait un souvenir enfoui sous son visage. Et surtout, ce nom, Dorian Valois. Elle l'avait entendu 1000 fois dans sa tête au cours de la nuit, un murmure incessant entre ses pensées. Camille passa la matinée à ranger la maison comme pour effacer toute trace de cette intrusion soudaine dans sa vie recluse. Mais chaque objet qu'elle touchait semblait désormais marqué par l'événement. Le plaid qu'elle avait utilisé pour couvrir l'enfant, la bassine où elle avait lavé ses blessures, même la tasse dans laquelle elle avait préparé la tisane. Rien n'était plus à sa place, et elle-même ne se sentait plus chez elle dans cet espace qu'elle connaissait si intimement. En début d'après-midi, elle se décida à retourner à Sévrier. Elle avait encore des questions sans réponse et un malaise qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle espérait trouver là-bas. Des explications, un sens ou simplement un apaisement. Elle reprit le sentier, plus sec qu'à l'aller, et entra dans le village avec une nervosité qu'elle ne pouvait dissimuler. Elle retourna à la pharmacie, mais Madame Duval était absente, remplacée par une jeune stagiaire qui ne la connaissait pas. Elle fit semblant d'acheter quelques pansements, échangea 2 mots vagues, puis sortit à nouveau dans la rue principale. Camille hésita un moment, puis se dirigea vers l'épicerie. Là, elle fut accueillie par Armand, le vieux propriétaire, qui, comme toujours, tentait de deviner ses pensées à travers ses silences. Elle n'avait jamais été très bavarde, mais ce jour-là, son trouble transparaissait sans qu'elle puisse le masquer. Armand lui demanda si elle allait bien, s'il y avait eu des dégâts à cause de la tempête. Elle répondit par un hochement de tête. Elle voulait parler du garçon, du nom, mais les mots lui restaient en travers de la gorge. C'est en sortant de l'épicerie qu'elle prit une décision plus audacieuse. Elle se dirigea vers la mairie. Le bâtiment ancien, en pierre grise, trônait au centre de la place. Là, elle demanda à consulter les archives publiques. On la fit patienter un moment dans une petite salle au rez-de-chaussée où quelques dossiers poussiéreux s'entassaient sur des étagères branlantes. Elle expliqua au secrétaire qu'elle faisait des recherches sur une vieille famille, un projet personnel, sans entrer dans les détails. Après quelques minutes, il lui apporta un registre de recensement et quelques journaux locaux datant de plusieurs décennies. Elle s'installa à une table et commença à feuilleter. Le nom Valois apparut rapidement. Une famille importante. Un nom associé à de grandes propriétés, à des investissements dans les chemins de fer, à des événements mondains à Paris et à Lyon. Auguste Valois, le patriarche, semblait être une figure d'envergure nationale. Camille parcourut les articles avec une attention fiévreuse. Elle lut qu'Auguste avait eu plusieurs enfants, dont la plus jeune, Élise Valois, avait disparu en 1995 lors de vacances dans le sud. L'affaire avait fait la une de plusieurs journaux à l'époque. Aucun corps retrouvé, aucune rançon demandée. L'enfant s'était évaporé. Disparition non élucidée. Camille sentit son cœur ralentir. Une photographie en noir et blanc
accompagnait l'un des articles. On y voyait un couple élégant, les Valois, souriant timidement vers l'objectif, tenant dans leurs bras une fillette de 2 ou 3 ans. Elle regarda le visage de l'enfant, encore flou à cause de la qualité de l'image. Il y avait quelque chose, elle ne pouvait pas l'expliquer, mais elle sentit une gêne sourde s'installer en elle. Cette image lui évoquait un écho lointain, comme un souvenir effacé qu'on tentait de faire remonter à la surface. Le soir tombait quand elle regagna sa cabane. Elle n'avait pas mangé, n'avait pas eu le moindre appétit. Les mots, les noms, les images tournaient dans sa tête, comme un vertige. Elle repensa à sa grand-mère, morte 5 ans plus tôt. Une femme discrète, peu loquace, mais toujours attentionnée. Elle avait élevé Camille seule, sans jamais parler de ses origines. Camille n'avait jamais posé de questions. Elle avait accepté cette vie sans racines comme une évidence, jusqu'à ce que ce garçon, ce Dorian, vienne bouleverser le calme qu'elle avait bâti autour d'elle comme une forteresse. Poussée par une impulsion incontrôlable, elle monta au grenier. Une pièce exiguë, remplie de boîtes anciennes, de souvenirs poussiéreux. Elle se mit à fouiller, cherchant sans savoir quoi. Après plusieurs heures, alors que la lune s'était levée, elle trouva une vieille malle en bois, fermée par un loquet rouillé. Elle le força doucement, les mains moites. À l'intérieur, des vêtements d'enfant, des peluches délavées et un album photo. Un carnet de cuir usé dont les pages étaient jaunies par le temps. Elle le feuilleta à la lumière vacillante d'une bougie, des photos d'elle, bébé, dans les bras de sa grand-mère, puis une image différente. Elle, très jeune, dans les bras d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Un homme élégant, aux cheveux poivre et sel, un costume 3 pièces. Mais ce n'était pas l'homme qui la frappa. C'était le garçon, l'enfant sur ses genoux. Il ressemblait à Dorian. Non, il était Dorian. Les mêmes yeux, la même mâchoire. Au verso de la photo, une inscription à la main. Camille Valois, été 1995. Elle resta là, le souffle coupé. Le prénom, le nom, la date. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Sa main tremblait en tenant la photo. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie commençait à s'effriter. Valois. Ce nom prenait maintenant une résonance intime, presque insupportable. Elle se leva lentement, les jambes engourdies. Elle n'était plus sûre de rien. Mais une chose était certaine. Quelque chose, dans sa propre histoire, avait été soigneusement dissimulé. Et elle ne pouvait plus vivre sans découvrir ce que c'était. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec une sensation de vide accablante, comme si la nuit n'avait pas permis à son esprit de se reposer. Le carnet photo reposait encore sur la table, ouvert à cette page troublante. Elle y jeta un regard furtif en passant, mais n'osa pas le toucher. La lumière filtrant à travers les rideaux laissait entrevoir un ciel laiteux, couvert de nuages paresseux. L'air dans la cabane était chargé, presque électrique. Une tension sourde régnait, insidieuse, comme si l'espace lui-même retenait sa respiration. Camille s'efforça de se distraire. Elle mit de l'eau à chauffer, tenta de reprendre ses gestes habituels, nourrir les poules, ranger les outils dans l'abri de jardin, trier les derniers bocaux de confiture, mais chacun de ces mouvements semblait désaccordé, comme un air de musique mal joué. Son esprit revenait toujours à cette photo, à ce nom, à la voix faible de l'enfant qui avait tout déclenché. Elle avait passé une grande partie de la nuit à relire les articles trouvés à la mairie, à comparer les dates, à fixer le visage flou de la fillette sur la photo du journal. Et plus elle cherchait à réfuter ce que son intuition lui murmurait, plus l'évidence prenait forme. Quelque chose en elle appartenait à cette famille, à cette disparition, à cette histoire qu'on avait tenté d'effacer. Vers la fin de la matinée, alors qu'elle balaya l'entrée de la cabane, un bruit la fit se figer. Une voiture, un moteur puissant, discret, mais distinct sur le sentier de terre. Elle fronça les sourcils et se redressa, balai à la main. Ce n'était pas le facteur, ni un voisin. Elle ne recevait jamais de visite. La voiture noire apparut au détour du virage, propre, lisse, sans plaque visible à l'avant. Elle s'arrêta lentement devant la cabane. 2 hommes en sortirent, habillés en costume sombre, leurs chaussures noires brillant malgré la poussière du chemin. Ils étaient grands, coiffés de manière impeccable, le regard dur, professionnel. L'un portait une mallette fine, l'autre tenait un téléphone sans le regarder. Camille ne bougea pas. Son cœur accéléra. Elle savait. Avant même qu'il ne parle, elle savait. Ces hommes n'étaient pas venus par hasard. Le premier s'avança et sortit un badge qu'il ne montra que brièvement. « Madame Moreau » demanda-t-il d'une voix calme, mais autoritaire.
Elle acquiesça d'un signe de tête sans parler. Il poursuivit. « Nous avons été mandatés par la famille Valois. Le garçon que vous avez recueilli est Dorian Valois, petit-fils d'Auguste Valois. » À l'écoute de ces mots, Camille sentit une onde glacée la parcourir. Elle n'avait pas imaginé cela. Elle l'avait pressenti, mais l'entendre de la bouche de ces hommes, c'était autre chose. Elle ouvrit la porte, les laissa entrer. Ils inspectèrent la pièce d'un regard rapide. Rien ne semblait les étonner, ni la simplicité du lieu, ni l'odeur de confiture et de bois brûlé, ni la photo oubliée sur la table. Le second homme prit la parole. Il est actuellement à l'hôpital privé de Genève. Il va bien grâce à vous. Monsieur Valois vous remercie. Il marqua une pause, puis ajouta « Mais il y a des questions auxquelles nous devons répondre. » Camille s'assit, comme si ses jambes ne la portaient plus. Elle les écoutait, mais un bourdonnement avait commencé à envahir ses oreilles. Le nom encore résonnait en elle. Valois, Dorian, Auguste. Tout cela lui semblait à la fois étranger et familier. Elle sentit leur regard se poser sur elle avec insistance. Elle comprit qu'ils l'observaient depuis qu'ils étaient entrés, pas seulement par méfiance, mais avec une sorte d'insistance analytique, comme s'ils cherchaient à vérifier une hypothèse secrète. « Vous avez dit que l'enfant avait murmuré son nom. C'est bien cela ?» demanda l'un. Elle acquiesça. « Il ne vous a rien dit d'autre? Aucune indication sur la manière dont il est arrivé ici ?» Camille secoua la tête. Elle avait compris que ces hommes ne cherchaient pas à l'accuser, mais à comprendre quelque chose d'essentiel. Elle sentit un frisson d'appréhension lorsqu'un des deux fit lentement le tour de la pièce et s'arrêta devant la table. Il y avait là, négligemment posé, l'album retrouvé la veille. Il posa sa main dessus. Camille se leva d'un bond. « Ce sont des affaires personnelles, » dit-elle, plus vivement qu'elle ne l'aurait voulu. L'homme recula d'un pas, les paumes ouvertes. « Nous ne voulons rien prendre. Mais peut-être voudriez-vous les montrer à Monsieur Valois. Certaines choses pourraient l'aider à comprendre. » Il regarda le carnet, puis Camille. « Ce garçon vous a vu. Il a dit que vous lui faisiez penser à une photo de sa grand-mère, une vieille photo de famille. Vous voyez ce que cela peut signifier ?» Elle ne répondit pas. Elle ne voulait pas penser à ce que cela signifiait. Elle n'était qu'une femme isolée, vivant en marge du monde. Elle ne pouvait pas être liée à cette famille, à cette richesse, à cette tragédie. Mais l'homme n'attendait pas de réponse immédiate. Il glissa une carte de visite sur la table. « Si vous avez des questions, si vous trouvez quoi que ce soit d'autre, appelez. » Puis, sans un mot de plus, les deux hommes quittèrent la cabane aussi calmement qu'ils étaient arrivés. Camille resta là, debout, la carte entre les doigts, le cœur battant. Quand le silence revint, elle s'assit lentement et reprit l'album. Elle tourna les pages, l'une après l'autre, plus lentement cette fois. Des images de son enfance, de moments oubliés, de visages dont elle ignorait les noms. Mais chaque détail semblait maintenant chargé d'un sens nouveau, comme si elle découvrait sa propre histoire sous un jour différent. Elle revint à la photo de l'homme et du bébé. Elle observa le visage du bébé. Puis elle se leva, se dirigea vers un miroir ancien accroché au mur. Elle se regarda longuement. La forme de ses yeux, la ligne de son menton, et surtout cette sensation de déjà-vu qui ne la quittait plus. Elle comprit, à cet instant, que ce que les hommes avaient vu en elle, ce n'était pas une simple ressemblance. C'était une trace, une signature génétique peut-être, un trait hérité, quelque chose d'inexplicable et pourtant évident. Et cela la terrifiait. Parce que cela voulait dire que tout était vrai, qu'elle appartenait d'une manière ou d'une autre à cette histoire, et que ce que Dorian avait réveillé en elle n'était pas seulement un souvenir oublié, mais une vérité longtemps enfouie, prête à ressurgir. Le lendemain, un vent froid balayait les hauteurs d'Annecy, poussant les branches encore humides à craquer sous leur propre poids. Camille, emmitouflée dans un vieux châle, passait la matinée à fixer les montagnes invisibles derrière la brume, sans réellement voir quoi que ce soit. Depuis la visite des hommes en costume, quelque chose en elle s'était définitivement fissuré. Le monde autour semblait inchangé. La forêt se dressait immobile, les poules picoraient sans souci au pied du pommier, et la cabane conservait cette odeur familière de bois sec et de cannelle. Pourtant, pour Camille, tout était différent. Le sol sous ses pieds, les murs qui l'entouraient, même son propre reflet dans le miroir avaient perdu leur stabilité. Elle ne savait plus si elle marchait dans la vie d'une inconnue ou si cette étrangère, depuis toujours, avait été elle-même. Elle passait d'un geste mécanique à un autre,
remplissant les bocaux de confiture qu'elle n'irait probablement pas vendre, nettoyant des outils qu'elle n'utiliserait pas. Les heures défilaient dans un calme artificiel. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, en cherchant une écharpe dans le vieux coffre au pied du lit, qu'elle le trouva. Un autre coffre plus petit, plus ancien, enfoncé derrière des piles de tissus oubliés. Camille se figea. Elle ne se souvenait pas de ce coffret. Elle le tira doucement, le déposa sur le lit et l'ouvrit. À l'intérieur, des objets épars, un bracelet d'enfant en argent jauni par le temps, une mèche de cheveux nouée par un ruban rose défraîchi, et sous un tissu délicatement plié, un petit album photo à la couverture de cuir vert. Elle le prit dans ses mains et un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas celui qu'elle avait déjà feuilleté, mais un autre, plus ancien encore, plus intime. Elle s'assit sur le lit et tourna la première page. L'écriture sur la page d'ouverture était délicate, cursive, presque timide. Pour Élise, mon rayon de soleil, été 1994. Camille sentit sa gorge se nouer. Elle savait déjà, avant de voir les images, ce qu'elle allait découvrir. Les premières photos montraient une fillette de quelques mois, emmitouflée dans des couvertures de luxe, les bras d'une femme aux traits doux l'entourant avec tendresse. La femme souriait, ses cheveux châtains relevés en chignon flou, ses yeux clairs pleins d'une joie tranquille. Camille n'avait aucun souvenir de cette femme, mais une chaleur étrange l'envahit. Elle tourna les pages, découvrant des scènes de vie. Un jardin luxuriant, une balançoire suspendue à un vieux chêne, une table de pique-nique avec des nappes brodées, un chien au pelage clair jouant au pied de la fillette. Sur certaines photos, un homme apparaissait, toujours vêtu d'élégance, portant des lunettes rondes, le regard grave mais attendri. Puis vint une photo qui la figea. Elle-même, âgée de 3 ou 4 ans, sur les genoux de cet homme, l'homme de la photo précédente, dans un salon fastueux dont les murs étaient ornés de tableaux. Ce n'était pas seulement la ressemblance avec Dorian qui la frappa cette fois, c'était l'évidence du lien. Le même regard pensif, la même manière de tenir la tête légèrement inclinée. Elle retourna la photo et y lut, écrite à la main, « Camille Valois, été 1995 ». Le cœur de Camille battait à tout rompre. Pourquoi ce prénom? Pourquoi ce nom, encore une fois? La date concordait parfaitement avec la disparition de la petite Élise, la fille d'Auguste Valois. La photo elle-même semblait avoir été prise quelques semaines avant cette disparition. Elle continua de tourner les pages, et à mesure qu'elle avançait, le monde qu'elle avait toujours connu s'effaçait. Les dernières images montraient une scène à la plage. La mer turquoise, un parasol planté dans le sable, la fillette tenant une pelle en plastique, un seau rouge à la main. À côté d'elle, une femme différente, brune, les traits plus durs, les épaules anguleuses, l'observait en retrait. Ce visage, Camille le reconnut immédiatement. Sa grand-mère. Mais cette fois, ce n'était pas une grand-mère douce dans un jardin de montagne. C'était une femme plus jeune, le regard tendu, comme en fuite. Il n'y avait pas de tendresse sur son visage, seulement une vigilance presque animale. Camille comprit alors que ce n'était pas un simple moment de vacances, c'était une fuite. Ces photos avaient été prises avant leur arrivée dans les montagnes. L'enfance qu'elle croyait connaître n'était peut-être que le prolongement d'un acte illégal, une cavale silencieuse, tissée de mensonges et d'ombres. Elle referma l'album, les mains moites. Il n'y avait plus de doute possible. Elle n'était pas Camille Moreau, orpheline recueillie par une grand-mère bienveillante. Elle était Élise Valois, héritière disparue d'une des familles les plus puissantes du pays. Elle se leva brusquement, l'album toujours contre elle, et marcha dans la cabane comme un animal pris au piège. Chaque meuble, chaque objet autour d'elle semblait la trahir. Elle ouvrit les tiroirs, chercha frénétiquement d'autres traces, des lettres, des journaux, des documents officiels. Mais tout avait été effacé avec soin. Sa grand-mère avait tout planifié, tout contrôlé. Aucun indice n'avait été laissé au hasard, sauf ses albums, oubliés, dissimulés trop profondément pour que même elle s'en souvienne. À la tombée de la nuit, Camille s'assit à nouveau, cette fois au coin du feu. Elle fixait les flammes sans les voir, le regard vide. Le silence de la montagne, autrefois son refuge, résonnait maintenant comme une prison. Elle pensa à Dorian, à son visage pâle, à ses yeux encore perdus dans la douleur. Il l'avait reconnu d'une certaine manière. Il l'avait vue non comme Camille, la montagnarde solitaire, mais comme une silhouette familière tirée d'un passé enfoui. Cela voulait dire que sa ressemblance avec sa propre mère ou sa famille n'était pas une simple illusion.
Et alors, elle se demanda pourquoi sa grand-mère avait-elle fait cela? Pourquoi l'avoir enlevée? Était-ce pour la protéger? Pour l'éloigner d'un danger? Ou pour satisfaire une rancune personnelle, une vengeance née d'un conflit ancien? Elle n'avait pas de réponse, seulement des indices épars, des visages en noir et blanc, des mots griffonnés au dos de photos oubliées. Mais ce qu'elle savait désormais avec une certitude brûlante, c'était qu'elle ne pourrait plus faire marche arrière. Elle devait savoir la vérité, toute la vérité. Même si cela signifiait déterrer des douleurs anciennes, affronter un monde auquel elle n'avait jamais appartenu consciemment. Elle serra l'album contre elle, se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. La nuit était tombée et les étoiles commençaient à percer à travers les nuages. Au loin, les lumières du village brillaient faiblement. Elle savait ce qu'elle devait faire. Demain, elle irait chercher des réponses, là où tout avait commencé, chez les Valois. Le matin se leva dans un silence glacé. Le soleil perçait à peine à travers une couche épaisse de nuages pâles et la lumière blafarde ne parvenait pas à réchauffer l'air mordant des hauteurs. Camille se tenait déjà prête, une écharpe autour du cou, le vieux sac de cuir de sa grand-mère pendu à l'épaule. À l'intérieur, l'album photo découvert la veille, protégé par un linge épais, et quelques autres documents qu'elle avait soigneusement extraits d'un tiroir secret dans la cuisine. Certificats de naissance, carnets de santé, papiers administratifs falsifiés. Elle les avait toujours acceptés comme authentiques, parce qu'elle n'avait jamais eu de raison d'en douter. Mais après les révélations des derniers jours, chaque ligne imprimée lui semblait désormais aussi fragile qu'un mensonge mal ficelé. Elle descendit à pied vers Sévrier, empruntant les raccourcis familiers à travers les bois, le cœur battant dans la poitrine. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait. Un nom, une piste, une confirmation. Elle savait seulement que les réponses ne viendraient pas seules et que rester à la cabane n'était plus une option. Les arbres se refermaient sur son passage, silencieux témoins de sa solitude. Même les oiseaux semblaient l'observer s'enchanter, comme si la forêt entière retenait son souffle. Une fois arrivée au village, elle ne s'arrêta ni à la boulangerie ni à la pharmacie. Elle marcha droit jusqu'à la petite bibliothèque municipale, un bâtiment discret en pierre et bois, coincé entre l'école primaire et l'église. À cette heure matinale, elle était presque vide. La bibliothécaire, une femme mince à la voix douce, lui sourit poliment sans poser de questions. Camille s'installa dans le coin des archives, une salle froide tapissée d'étagères hautes et poussiéreuses, où s'entassaient des journaux anciens, des dossiers municipaux, des microfilms et de rares volumes reliés de cuir craquelé. Elle commença ses recherches en consultant les archives régionales. Les noms Valois, Moreau, Élise, Camille. Elle chercha dans les journaux datés de l'été 1995, la période de la disparition. Ce fut là qu'elle trouva ce qu'elle ne savait même pas chercher. Un article de La Tribune des Alpes, relatant la disparition d'Élise Valois, fille cadette d'Auguste et Marianne Valois, survenue lors d'un séjour familial en Provence. L'enfant, alors âgé de 3 ans, s'était évanoui un après-midi dans les environs d'un marché de village, tandis que la nourrice s'occupait d'acheter des fruits. Aucun témoin n'avait vu d'enlèvement, aucun cri, aucun mouvement suspect. La police avait bouclé la zone, interrogé les commerçants, fouillé les maisons, les puits, les forêts. Rien. L'article décrivait une mobilisation d'ampleur nationale, avec renfort de gendarmerie, battus, chiens pisteurs. Les médias s'étaient emparés de l'affaire, et les Valois, connus dans toute la France, étaient devenus le visage de la douleur parentale à travers le pays. Camille lut chaque ligne comme si elle parcourait un rapport d'autopsie. Chaque mot semblait une incision dans son identité. La description de l'enfant, cheveux châtains, yeux verts, une petite cicatrice sous le menton due à une chute dans le jardin, correspondait en tout point à ses propres traits. Elle passa ses doigts sur son menton, là où, effectivement, une petite marque blanche se dessinait depuis toujours. Jamais elle ne s'était interrogée sur son origine. Un autre article, daté de quelques semaines plus tard, rapportait que la police avait émis un mandat discret à l'encontre d'une ancienne employée domestique des Valois, disparue le même jour que l'enfant. Aucune preuve concrète ne liait la femme à l'enlèvement, mais sa fuite soudaine soulevait des soupçons. Son nom, René Moreau. Camille relut le passage 3 fois, incapable de respirer. René, le prénom de sa grand-mère. Ce n'était plus une coïncidence, ce n'était plus une impression. C'était une preuve. Elle se leva, prit quelques photos des documents avec son téléphone, puis se dirigea vers la bibliothécaire pour demander une copie imprimée.
La femme s'exécuta avec efficacité, bien qu'elle jetât un regard curieux au titre des articles. Camille ne dit rien, paya et sortit dans l'air glacial du début d'après-midi. Sa tête bourdonnait. Elle marcha lentement vers le cimetière, situé à l'écart du village. Elle n'y allait presque jamais, bien que la tombe de sa grand-mère y soit entretenue. Arrivée devant la dalle de pierre grise, elle s'agenouilla et la regarda longuement. René Moreau, 1939-2020, y était inscrit, accompagné de la mention « Femme de cœur et de courage ». Camille sentit les larmes monter. Elle ne savait plus ce qu'elle devait ressentir. De la colère, de la tristesse, de la reconnaissance. Cette femme, qu'elle avait toujours appelée Mémé, l'avait protégée, élevée avec soin, tendresse, patience. Mais elle l'avait aussi arrachée à sa famille, à son nom, à son histoire. Pourquoi? Avait-elle craint pour sa sécurité? Avait-elle cru bien faire? Ou y avait-il une vérité plus sombre, plus enfouie encore? Elle resta là longtemps, sans bouger, le vent soulevant lentement son écharpe. Lorsqu'elle se releva, elle savait que le chemin de retour ne serait plus jamais celui de l'oubli. Elle devait maintenant affronter les Valois. Non comme une étrangère, mais comme la fille disparue, comme Élise. Mais pour cela, elle devait encore franchir un obstacle, savoir où ils étaient, comment les trouver, et surtout, comment les approcher sans être rejetée comme une imposture ou pire, comme une menace. Elle songea à la carte que l'un des hommes avait laissée sur sa table. Elle était restée là, sur le buffet, intacte. Elle rentra chez elle avant la nuit, s'assit devant la table, alluma une bougie et prit la carte entre ses doigts. Elle y lut un nom, Charles Maillard, conseil privé, Valois Group, un numéro de téléphone, une adresse à Paris, rien de plus. Elle hésita longuement, puis saisit le vieux téléphone à cadran et composa le numéro. Une voix masculine répondit, claire, posée, professionnelle. Elle inspira profondément, puis dit simplement « Je suis Camille Moreau. J'ai trouvé quelque chose. Et je crois que je suis Élise Valois. » Un silence suivit, puis la voix répondit doucement « Attendez un instant. » Un clic retentit. Une autre voix, plus grave, plus lente, prit le relais. « Camille, vous avez des preuves ?» Elle regarda l'album fermé sur la table. « Oui, et j'aimerais les montrer à Monsieur Valois. » La voix resta silencieuse un moment, puis dit « Donnez-nous une adresse. Nous allons venir. » Elle murmura la sienne, puis raccrocha. Le destin venait de s'enclencher, et elle n'avait plus aucun moyen de l'arrêter. La nuit avait été presque blanche. Camille ne ferma l'œil que par fragments, réveillée par les bruissements du vent contre les volets ou les craquements du bois dans la cabane. À chaque sursaut, c'était comme si son propre cœur frappait à sa poitrine, cherchant à fuir un corps trop étroit pour contenir autant d'angoisse. Elle savait que quelque chose s'était mis en mouvement la veille, irréversiblement. Le simple fait d'avoir prononcé ces mots « Je crois que je suis Élise Valois » avait déclenché une onde de choc que rien ne pourrait plus arrêter. Pourtant, ce matin-là, aucune voiture noire ne gravit le chemin pierreux, aucun visiteur ne frappa à sa porte. Le monde semblait figé en attente. Camille, incapable de rester inerte, prit une décision soudaine. Elle ne pouvait pas simplement attendre qu'on vienne à elle. Elle devait voir Dorian. Le garçon blessé, l'enfant qui avait tout bouleversé en prononçant un nom interdit. Elle devait entendre de sa bouche ce qu'il avait vu, ce qu'il pensait, ce qu'il croyait reconnaître. Et si quelqu'un dans cette histoire pouvait encore l'éclairer d'une lumière honnête, c'était lui. Elle prépara un petit sac, y glissa l'album photo et quelques documents, puis se vêtit d'un manteau sombre qu'elle n'avait pas porté depuis des années. Une capuche sur la tête, une écharpe remontée jusqu'au nez, elle descendit au village et prit le premier car pour Genève, en prétextant une visite urgente. Durant tout le trajet, elle resta près de la fenêtre, le regard perdu dans les paysages qui défilaient, les doigts crispés sur la boucle de son sac. Arrivée à Genève, elle descendit discrètement et marcha jusqu'au quartier hospitalier. Le bâtiment privé où avait été emmené Dorian était une clinique de renom discrète, presque dissimulée entre les arbres et les grilles d'un parc ancien. Elle observa les lieux de loin, repérant les entrées, les mouvements du personnel, les voitures de sécurité. Elle n'avait aucun plan précis, seulement une détermination fiévreuse. Elle contourna le bâtiment, trouva une entrée secondaire pour les fournisseurs et s'infiltra dans le couloir de service. Elle croisa une infirmière, baissa la tête et poursuivit jusqu'à atteindre un ascenseur réservé aux employés. Là, elle attendit.
silencieuse, dissimulée derrière un chariot de linge. Lorsque l'ascenseur s'ouvrit, elle monta, appuya sur l'étage indiqué « soins intensifs » et retint sa respiration. À cet étage, les couloirs étaient calmes, presque déserts. Le silence était oppressant, rompu seulement par le bip régulier des machines médicales. Elle avança lentement, écoutant derrière chaque porte. Puis elle entendit une voix jeune, fatiguée mais distincte. Elle s'approcha. « Elle m'a sauvé », disait Dorian à quelqu'un. Elle ressemblait à la photo dans le couloir, celle où on voit grand-mère toute jeune, avec son chapeau blanc. Camille s'arrêta net, la gorge nouée. Elle n'avait pas rêvé. Il l'avait vue. Il avait reconnu quelque chose. De l'autre côté de la porte, une autre voix répondit, plus grave, celle d'un homme, sans doute un médecin ou un garde. « Tu es sûr, Dorian? Tu étais dans la forêt, blessé. Ton esprit a pu te jouer des tours ?» Le garçon insista. « Non, c'était elle. Elle avait les mêmes yeux et la même manière de regarder, comme si elle voulait me protéger. Comme maman, quand j'étais petit. » Camille sentit ses jambes trembler. Elle s'éloigna rapidement avant que quelqu'un ne la voie. Elle se réfugia dans l'escalier de secours, descendit en courant, traversa à nouveau le parc et quitta l'hôpital sans se retourner. Elle marcha longtemps, sans but, traversant les rues élégantes de Genève avec l'impression de flotter. Ce que Dorian avait dit confirmait tout. Ce n'était pas seulement une intuition, une supposition tirée de quelques photos. C'était une mémoire, un lien génétique, une réminiscence profonde que même la douleur et la peur n'avaient pu effacer. Elle s'assit sur un banc près du lac Léman, regarda les cygnes glisser sur l'eau et reprit son souffle. Elle se sentait désormais investie d'une mission. Elle ne pouvait plus fuir ni douter. Auguste Valois devait la voir. Lui seul détenait les réponses que personne d'autre ne pouvait lui donner. Elle devait lui parler, lui montrer ce qu'elle avait trouvé, l'obliger à se souvenir. À la nuit tombée, elle prit le train en direction de Paris. Durant tout le trajet, elle resta silencieuse. L'album serré contre elle, le regard vide. Arrivée à la capitale, elle prit un taxi jusqu'à Neuilly-sur-Seine, où se trouvait l'adresse du domaine Valois, mentionnée sur une coupure de journal ancienne. La grille du manoir était monumentale, flanquée de 2 piliers en pierre sculptée. Derrière, on devinait une allée bordée de cyprès, menant à une bâtisse élégante, à la façade claire, illuminée par de discrets lampadaires. Camille descendit du taxi, paya en silence et marcha vers la grille. Elle sonna. Une voix électronique lui demanda son nom. Elle hésita, puis répondit simplement « Camille Moreau, je suis venu voir Monsieur Valois. » Un silence suivit, puis la voix répondit, plus sèche « Monsieur Valois ne reçoit personne. Dites-lui que je suis celle qu'il croit morte depuis 30 ans, dit-elle d'une voix calme, et que j'ai des preuves. » La ligne se coupa sans autre mot. Quelques minutes plus tard, un domestique en livrée noire sortit de la maison et s'approcha d'elle par l'allée. Il la regarda avec suspicion, lui demanda d'attendre à l'extérieur. Elle lui remit un petit dossier. Quelques photos, une copie de son acte de naissance, la lettre qu'elle avait rédigée dans le train. Elle y avait mis tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle soupçonnait. Puis, elle tourna les talons et repartit à pied, sans demander plus. Elle marcha longtemps dans les rues froides de Neuilly, son cœur lourd mais déterminé. Elle savait que la probabilité d'une réponse était mince, que les Valois, méfiants et reclus, pouvaient ignorer sa lettre, l'écarter comme une imposture, une folle ou une opportuniste. Mais au fond d'elle, elle avait senti une chose étrange lorsqu'elle avait parlé à travers l'interphone, un frémissement, un souffle d'émotion contenu dans le silence. Quelqu'un à l'intérieur de ces murs avait peut-être reconnu ce nom, cette voix, cette audace, et c'était tout ce dont elle avait besoin. Un fil, aussi mince soit-il, pour ne pas sombrer dans l'oubli. Elle était venue jusque-là, elle avait tout risqué, elle ne reculerait plus. Les jours suivants furent interminables. Camille retourna à Annecy, mais rien n'était comme avant. La cabane, autrefois refuge, semblait désormais trop étroite, trop imprégnée de souvenirs déformés. Elle passait ses journées à marcher autour du lac, les bottes dans la boue, les yeux fixés sur l'eau comme si quelque chose allait émerger de ses reflets gris. La lettre qu'elle avait remise au domestique ne recevait aucune réponse. Ni appel, ni courrier, ni visite. L'indifférence des Valois se faisait silencieuse mais étouffante, une cloche de verre sous laquelle elle étouffait lentement. Elle vérifiait son téléphone toutes les heures, guettant un numéro inconnu, un message, un signe. Mais rien ne venait.
La vie du monde extérieur suivait son cours, insensible à la révélation qu'elle avait osé déposer entre les mains d'une famille puissante, mais repliée sur elle-même. Le peu de sommeil qu'elle obtenait était hanté par des visages flous, des voix sans corps, des appels lointains. Elle revoyait le regard de Dorian, entendu à travers la porte de l'hôpital. Elle revoyait la photo d'elle enfant, tenue dans les bras de cet homme élégant qu'elle soupçonnait désormais être Auguste. Et dans ses rêves, la cabane disparaissait toujours, engloutie par les arbres. Mais l'attente, malgré son silence, n'était pas vaine. Elle servait à une chose, raffermir sa décision. Camille comprit peu à peu que les Valois ne viendraient pas à elle. Elle devait retourner à Paris une fois de plus, mais pas pour demander, cette fois ce serait pour s'imposer. Elle acheta un billet de train sans prévenir personne, glissa les photos dans une enveloppe Kraft, ajouta une nouvelle lettre, écrite à la main, plus directe, plus crue. Elle y détailla ses découvertes, les preuves retrouvées dans la malle, les dates, les noms, les articles de presse. Et surtout, elle y parla de sa vie, de la cabane, de sa grand-mère, de son isolement, de son vide identitaire. Elle n'écrivait pas comme une héritière perdue qui réclamait son dû, mais comme une enfant volée qui cherchait à recoller les fragments d'elle-même. Le train traversa les montagnes sous un ciel chargé de neige. À l'arrivée, Camille prit le métro jusqu'au quartier de Neuilly, son sac serré contre elle. Lorsqu'elle se retrouva à nouveau devant les grilles du domaine valois, elle sentit son cœur cogner contre sa poitrine comme un oiseau pris au piège. Le portail immense et sombre semblait la défier. Elle n'appuya pas sur l'interphone cette fois. Elle glissa l'enveloppe sous la grille, la poussa du bout des doigts jusqu'à ce qu'elle disparaisse de l'autre côté, puis recula, le souffle court. Elle resta là quelques minutes, sans bouger, comme si la grille allait s'ouvrir d'elle-même. Mais il ne se passa rien. Elle tourna les talons, marcha sans but dans les rues chics du quartier. Les devantures de boutiques affichaient des décorations de fin d'année. Les passants se pressaient sans la voir, emmitouflés dans des manteaux de laine et des parfums coûteux. Camille n'était qu'une silhouette étrangère dans cet univers feutré. Elle se sentait comme une pièce déplacée d'un échiquier, oubliée entre deux cases. Elle s'assit sur un banc du square voisin, la tête entre les mains. Un couple âgé passa devant elle, main dans la main, échangeant des mots doux. Elle les observa, un poids dans la gorge. Et si elle n'était pas Élise? Et si tout cela n'était qu'un délire alimenté par la solitude, une construction mentale pour donner un sens à une vie sans racines? Mais non, elle connaissait la vérité. La photo, le nom, la cicatrice, la voix de Dorian. Ce n'étaient pas des hallucinations. Elle resta à Paris 3 jours. Durant ce temps, elle visita les lieux liés à la famille Valois selon les archives qu'elle avait collectées. L'ancien siège de l'entreprise ferroviaire, fermé depuis des années, une villa secondaire en bord de Seine, aujourd'hui vendue à une société immobilière, et même l'église où les Valois avaient l'habitude d'assister aux messes de Noël, d'après un vieux magazine mondain. Chaque fois, elle cherchait une trace, une mémoire, une émotion, mais tout semblait verrouillé. La famille Valois était comme une forteresse, ancienne, noble, impénétrable. Le 3e jour, elle retourna devant la grille. Cette fois, elle n'avait rien à remettre. Elle se contenta de fixer les pierres, les arbres du jardin, les fenêtres hautes de la maison. Puis elle fit demi-tour, plus calme, résignée. Elle prit un café dans un petit bistrot anonyme, écrivit quelques lignes dans un carnet usé. Elle y nota la date, l'heure et une phrase « Je suis venue 2 fois. Je reviendrai encore, parce que je suis vivante. » Puis elle prit le train de retour regardant le ciel gris défiler au-dessus des plaines. De retour dans sa cabane, tout semblait plus silencieux qu'avant. Les meubles n'avaient pas bougé, la poussière sur les étagères était toujours là. Et pourtant, tout était différent. Elle avait franchi une barrière. Elle n'était plus seulement Camille Moreau, elle était aussi celle qui cherchait la vérité, coûte que coûte. Elle n'était plus prisonnière de ses doutes, elle était actrice de son histoire. Les jours suivants furent mornes. Elle reprit ses tâches habituelles, mais avec une lenteur nouvelle, comme si chaque geste portait désormais un poids ancien. Elle relisait la lettre qu'elle avait laissée, se demandait si quelqu'un l'avait seulement ouverte. Mais elle ne regrettait rien. C'était un acte nécessaire, une graine semée. Et ce fut alors que tout semblait redevenir calme, qu'un événement vint bouleverser de nouveau son existence. Un soir, alors qu'elle ramassait du bois derrière la cabane, elle entendit un moteur au loin. Pas celui du facteur, pas celui d'un voisin.
Une voiture noire, lente, puissante. Elle se figea, le cœur tambourinant. La voiture s'arrêta devant chez elle. Une silhouette descendit. Un homme âgé, voûté, appuyé sur une canne. Son manteau était long, sombre, et sa barbe blanche contrastait avec ses yeux vifs. Camille reconnut Auguste Valois avant même qu'il ne parle. Camille resta figée, un fagot de bois encore serré contre sa poitrine. Le vent, soudain plus vif, agitait les branches au-dessus de sa tête, tandis que le bruit du moteur s'éteignait peu à peu dans l'écho de la vallée. Auguste Valois descendit lentement de la voiture. Chaque mouvement semblait calculé, empreint d'une fragilité qui n'enlevait pourtant rien à sa prestance. Il portait un manteau de laine foncée, une écharpe soigneusement nouée autour du cou, et tenait dans la main droite une canne sculptée en bois sombre. Derrière lui, le chauffeur restait près de la portière, sans dire un mot, les yeux fixés sur la forêt. Camille sentit le bois tomber de ses bras. Elle n'eut pas le réflexe de se baisser pour le ramasser. Son cœur battait à une vitesse déraisonnable, mais ses jambes restaient ancrées au sol. L'homme s'avança sans hâte, sans hésitation, jusqu'à n'être plus qu'à quelques pas d'elle. Il la regarda droit dans les yeux, et dans ce regard, il n'y avait ni accusation ni colère. Seulement une immense, insondable émotion. Un silence chargé de mémoire s'étira entre eux, jusqu'à ce qu'Auguste murmure d'une voix rauque, presque brisée. « Élise ?» Le mot prononcé avec une douceur tremblante éclata dans l'air comme une prière longtemps tue. Camille sentit une onde de chaleur remonter en elle, suivie d'un frisson glacé. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Auguste fit un pas de plus, tendit lentement une main ridée vers elle. Ses doigts tremblaient. Il effleura la joue de Camille, comme s'il vérifiait que ce visage n'était pas une hallucination. Ses yeux brillèrent, humides. Il retira sa main, recula légèrement, et s'assit lourdement sur un banc près de la porte de la cabane. Il semblait à bout de force, physiquement et émotionnellement. Camille, encore debout, n'osait pas bouger. Finalement, ce fut lui qui parla de nouveau, fixant l'horizon. « J'ai relu votre lettre 3 fois, et les photos sont impossibles à contester. J'ai reconnu la main de Marianne. C'est elle qui a écrit au dos. C'est son écriture. Elle écrivait toujours nos prénoms au crayon, jamais au stylo. Elle disait que les stylos gâchèrent les souvenirs. » Il s'interrompit, le souffle court. Camille s'assit lentement en face de lui, sur la marche de pierre. Elle n'arrivait pas à formuler une pensée claire. Sa gorge était nouée. Auguste reprit « Nous avons cru que vous étiez morte. Tous ces spécialistes, ces détectives, ces gendarmes. Personne n'a trouvé une piste. Rien. Marianne s'est éteinte 2 ans après votre disparition. Je crois que son cœur n'a jamais supporté le vide. » Camille ferma les yeux. Elle sentit une vague de douleur monter en elle, une douleur qu'elle n'avait jamais connue, car jusqu'à récemment, elle n'avait pas su qu'elle existait. Elle posa la main sur le bois du banc pour se stabiliser. Auguste continua plus lentement. « J'ai regardé votre photo chaque jour pendant 25 ans. Et maintenant je vous vois devant moi, vivante, mais différente. Vous avez changé. Ce n'est pas seulement l'âge. Vous êtes forgé par une autre vie. » Il ne posait pas de questions, il ne demandait pas d'explications. Il constatait. Camille inspira profondément. Elle se força à parler. Enfin, elle m'a élevé avec douceur, mais elle m'a menti. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Je ne sais pas ce qu'elle a fui, ni ce qu'elle pensait protéger. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais su qui j'étais vraiment, jusqu'à Dorian. Le nom fit naître une lueur nouvelle dans les yeux d'Auguste. Il sourit faiblement. « Il va bien, grâce à vous. Il parle souvent de vous. Il dit que vous êtes apparu comme un ange dans la forêt et qu'il s'est senti en sécurité. Il dit que vous lui rappelez des portraits de famille. Et j'ai compris. Je n'ai pas voulu y croire d'abord. Trop de faux espoirs dans le passé. Mais votre lettre, votre voix, cette lumière dans vos yeux, ce sont les miens. Ce sont ceux de Marianne. » Il sortit alors de sa poche un petit objet enveloppé dans un tissu. Il le tendit à Camille. Elle déplia doucement. C'était un médaillon ancien, ovale, en or pâle. À l'intérieur, 2 minuscules portraits en peinture sur ivoire. Un bébé aux yeux clairs, une femme souriante. Au dos du médaillon, une inscription gravée « Pour Élise, que la lumière te guide toujours ». Camille ne put retenir ses larmes. Elles coulèrent silencieusement sur ses joues. Elle referma le médaillon, les mains tremblantes. « Je me sens coupable, dit-elle soudain, d'avoir vécu alors que vous me cherchiez, d'avoir porté un autre nom, d'avoir existé loin de vous.
Auguste se redressa, le regard plus ferme. « Ce n'est pas votre faute. Vous étiez une enfant. Ce que vous avez vécu, vous l'avez traversé avec dignité. Et vous êtes venu. Vous avez cherché la vérité. Cela demande plus de courage que vous ne le croyez. » Un long silence s'installa, cette fois apaisant. La nuit tombait doucement sur la montagne. Le chauffeur s'approcha discrètement. Auguste se leva avec difficulté, appuyé sur sa canne. « Je ne vous demande pas de revenir. Pas maintenant. Pas si vous n'êtes pas prête. Mais sachez ceci, la porte de la maison est ouverte. Elle le restera. Pour vous. Pour Élise. Pour Camille aussi. » Camille se leva. Elle s'approcha, posa doucement sa main sur celle d'Auguste. Il la serra avec force, comme pour ancrer ce moment dans la réalité. Puis il monta dans la voiture, les yeux toujours tournés vers elle. Quand le moteur s'éloigna dans l'obscurité, Camille resta seule devant sa cabane, le médaillon dans la main. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que la solitude qui l'entourait n'était plus un vide, mais un espace habité de présences retrouvées, une mémoire réactivée, une lignée redécouverte. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait, mais elle savait qu'elle n'était plus seule, qu'un fil l'unissait désormais à une vérité plus grande que tous ses doutes, et ce fil, aussi mince soit-il, suffisait à la tenir debout. Les jours suivants, l'arrivée d'Auguste Valois à la cabane ne furent ni paisibles ni confus. Camille oscillait entre deux états constants, la pesanteur provoquée par un soulagement ancien et l'étau grandissant d'une nouvelle réalité encore difficile à intégrer. Elle marchait dans les bois comme à son habitude, coupant du bois, nourrissant les poules, préparant ses repas simples, mais tout, désormais, se déroulait dans un arrière-plan d'échos et de souvenirs brouillés. Le médaillon ne quittait plus son cou. Elle le serrait souvent entre ses doigts, presque sans y penser, comme si sa simple texture la rattachait au sol. L'idée que cette chose minuscule et dorée avait été préparée pour elle dans une vie qu'elle ne se souvenait pas avoir vécue, la troublait au plus profond. Une semaine après la visite d'Auguste, elle reçut une lettre, une enveloppe sobre, sans logo ni décoration, simplement marquée à l'encre noire. Élise Valois. Elle la regarda longtemps avant de l'ouvrir, comme si elle devait d'abord s'assurer d'être la bonne destinataire. À l'intérieur, une feuille pliée avec soin, calligraphiée à la main. Auguste y expliquait qu'il avait contacté une clinique privée à Annecy pour effectuer un test de comparaison génétique entre Camille et un échantillon conservé dans les archives médicales familiales. Il ajoutait que tout avait été fait dans la plus grande discrétion, sans informer la presse ni alerter les membres éloignés de la famille. Il concluait par cette phrase : « Peu importe le résultat pour moi, mais je sais déjà. Je le vois dans vos yeux. Je le ressens dans mon cœur. » Camille se rendit à la clinique 3 jours plus tard, escortée par un assistant discret envoyé par Auguste. Le test fut rapide, sans douleur, presque banal. Un coton frotté dans la joue, quelques signatures, et la promesse d'un résultat sous quelques jours. Ce fut le trajet de retour qui fut le plus éprouvant. Le silence du véhicule, l'odeur douce des sièges en cuir, la voix polie mais distante du chauffeur, tout semblait appartenir à un monde qu'elle n'avait jamais approché. Et pourtant, tout cela faisait peut-être partie d'elle, inscrit dans son sang, dans ses os, dans cette histoire familiale qui la réclamait soudain. Les résultats arrivèrent un mardi matin. L'assistant de Valois revint lui-même à la cabane, une chemise en cuir à la main. Il la lui remit avec une gravité douce, presque respectueuse. Camille la prit, s'assit près du feu et ouvrit le dossier. Une seule page, signée, cachetée. Le verdict était clair. Correspondance génétique confirmée à plus de 99,9% avec Élise Valois, fille biologique d'Auguste et de Marianne Valois. Camille ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle resta simplement là, la feuille sur les genoux, les yeux fixés sur les lignes imprimées, comme si chaque lettre était un mot de trop ou un mot de moins. C'était donc vrai. Non seulement elle était Élise, mais tout ce que René Moreau lui avait fait croire pendant 3 décennies n'avait été qu'un tissu savamment tissé de mensonges et de silence. Ce soir-là, elle ouvrit à nouveau la malle de sa grand-mère. Elle fouilla plus profondément, chercha des lettres, des notes, quelque chose qui pourrait expliquer le geste. C'est au fond d'un double fond, derrière une pile de tissus, qu'elle découvrit un journal intime. Les pages, jaunies, étaient serrées d'une écriture fine et nerveuse. Elle le lut d'un trait, les mains tremblantes. Renée y racontait ses années comme gouvernante au service des Valois, une relation trouble, presque fusionnelle, avec Marianne.
une jalousie mal dissimulée envers la mère de l'enfant, puis la naissance d'Élise, la joie, la complicité, l'obsession. Les dernières pages décrivaient une peur grandissante. René disait craindre un danger venant de l'intérieur de la maison, un secret dont elle ne donnait jamais les détails. Et enfin, le passage où tout basculait, « Je dois partir, la garder, la sauver. Elle ne sera jamais en sécurité tant que je ne l'éloigne pas. » Camille referma le journal en silence. René n'avait pas été motivée par la haine, ni par l'appât du gain. Elle avait agi par peur. Mais cette peur, justifiée ou non, avait volé à Camille une vie entière. Elle lui avait ôté ses racines, ses parents, son nom. Elle avait fait d'elle une étrangère dans son propre sang. Le lendemain, Auguste l'appela pour la première fois. Sa voix au téléphone était fragile, mais pleine d'un calme retrouvé. « J'ai su que vous aviez reçu les résultats. Vous devez être bouleversé. Je ne veux pas vous forcer à rien, mais j'aimerais vous inviter à venir à la maison, pas pour reprendre votre place, juste pour marcher dans le jardin, voir les photos, connaître un peu ce que vous auriez pu avoir. » Camille accepta sans hésiter. Elle sentit que ce geste n'était pas un piège, mais une main tendue, un pont vers une mémoire qu'elle ne pouvait plus rejeter. Le surlendemain, elle se rendit à Neuilly. Cette fois, les grilles s'ouvrirent pour elle sans hésitation. La voiture traversa l'allée, les cyprès formant une haie d'honneur silencieuse. La maison était encore plus grande qu'elle ne l'avait imaginé, mais ce n'était pas la grandeur qui la frappa. C'était le parfum, une odeur légère de cire, de lavande, de vieux livres, quelque chose d'ancien, de vivant. Auguste l'attendait dans le salon, vêtu d'un costume gris, assis dans un fauteuil en velours. À côté de lui, sur une petite table, plusieurs albums photos, un coffret, une peluche usée. Camille s'assit en face de lui, et ils restèrent longtemps sans parler. Puis il ouvrit un album, tourna une page et lui montra une photo. « C'était votre chambre. Vous dormiez là, près de la fenêtre. Chaque matin, vous m'appeliez à travers les barreaux du lit. Vous disiez « Où est mon soleil ?» Camille regarda la photo. Elle y vit une pièce baignée de lumière, des rideaux brodés, une bibliothèque miniature et sur une étagère, un médaillon identique à celui qu'elle portait. Elle comprit à cet instant précis que sa vie avait été volée, mais qu'une autre peut-être était en train de naître, une vie entre deux mondes, et qu'il lui appartenait maintenant d'en choisir le chemin. Le retour de Camille dans les montagnes, après sa visite au domaine valois, se fit dans un silence lourd de questions. L'écho des souvenirs éveillés dans la maison familiale vibrait encore dans sa mémoire. Elle n'avait pas parlé beaucoup ce jour-là, mais chaque image, chaque objet vu, chaque regard échangé avec Auguste avait laissé en elle une empreinte indélébile. Une part d'elle, enfouie depuis 30 ans, s'était levée pour réclamer son existence. Et pourtant, dès qu'elle aperçut les contours familiers de sa cabane, les arbres penchés par le vent, les chemins terreux qu'elle connaissait par cœur, elle sentit une résistance naître en elle. Une tension intérieure qu'elle ne pouvait pas encore nommer, mais qui la poussait à ne pas rompre totalement avec ce qu'elle avait été jusqu'ici. Les jours passèrent, sans qu'elle ne donne de nouvelles aux Valois. Auguste, respectueux, n'insista pas. Il avait compris, comme elle, qu'aucune vérité ne pouvait s'imposer brusquement. Elle avait vécu une vie pleine d'ombre, mais aussi de silence protecteur, de gestes simples et vrais. Ce monde-là, celui de la cabane, des compotes, des matins brumeux à ramasser du bois, n'était pas un décor factice. Il l'avait forgé, et elle ne pouvait pas s'en détacher sans se perdre. Pourtant, les souvenirs de la maison Valois la hantaient. Les couloirs silencieux, les albums ouverts, la chambre de son enfance avec les jouets intacts, les lettres de Marianne enfermées dans un coffret. Elle sentait que ce passé ne la rejetait pas, mais la convoquait. Elle était à la fois Camille et Élise, et il lui fallait apprendre à cohabiter avec ces deux identités. Un matin, elle reçut la visite inattendue de Dorian. Le garçon arriva accompagné d'un employé de la maison Valois, mais il demanda à entrer seul. Camille, surprise, le vit descendre de la voiture avec assurance, malgré sa démarche encore légèrement incertaine. Il portait une écharpe claire autour du cou et tenait un carnet à dessin dans la main. Elle l'accueillit sur le seuil, le cœur serré. « Je voulais te voir, dit-il simplement. Tu m'as manqué. » Camille l'invita à entrer. Il s'installa sur le canapé, comme s'il retrouvait un abri connu. Elle lui servit une tisane, et ils parlèrent longtemps, sans pression. Il lui raconta sa convalescence, les médecins, les visites silencieuses de son grand-père, les murs trop blancs de l'hôpital. Puis,
Il lui montra ses dessins. Plusieurs représentèrent la forêt, la cabane et une silhouette de femme aux longs cheveux, debout sous la pluie, tenant une lanterne. « C'est toi, dit-il. C'est comme ça que je me souviens de toi. Tu étais comme une lumière dans le noir. » Camille sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle posa la main sur celle du garçon. « Tu m'as aussi éclairé, Dorian. Tu m'as permis de voir qui j'étais. » Il leva les yeux vers elle, sérieux malgré son jeune âge. « Tu vas revenir avec nous, non ? Grand-père dit que tu es libre, mais moi je veux que tu restes. Tu fais partie de ma famille. » Elle ne sut quoi répondre. Elle détourna les yeux vers la fenêtre, où les arbres se balançaient dans le vent. « C'est compliqué. Ma vie est ici, Dorian. Tout ce que je suis devenu, je l'ai construit dans ce lieu. Mais je ne veux pas te perdre non plus. » Le garçon hocha la tête avec gravité, puis ajouta « Tu peux faire les deux, être ici et là-bas. Grand-père dit que tu es assez forte pour ça. » Ils restèrent un moment en silence. Quand il repartit, il lui serra fort la main comme un adulte le ferait pour transmettre du courage. Et elle sentit qu'il disait vrai. Peut-être pouvait-elle faire les deux. Le soir, elle alluma le feu et se mit à écrire. Non pas une lettre, mais un journal. Pour la première fois, elle commença à consigner ce qu'elle vivait. Elle y nota ses hésitations, ses émotions, ses rêves. Elle écrivit sur Camille, sur Élise, sur la forêt, sur les couloirs du manoir. Elle traça des ponts entre les deux vies, cherchant à en faire une seule. Le journal devint vite un compagnon, un miroir silencieux dans lequel elle tentait de se reconnaître. Puis, au fil des jours, elle commença à faire de petits pas vers le monde valois. Elle retourna à Paris, visita de nouveau la maison, cette fois plus longtemps. Elle prit le temps de marcher dans le jardin, de lire les lettres de Marianne, retrouvées par Auguste. Dans ces lettres, écrites année après la disparition d'Élise, Marianne parlait à sa fille comme si elle allait un jour les lire. Elle racontait les Noëls silencieux, les anniversaires fêtés malgré l'absence, les rêves qu'elle faisait la nuit. Elle disait « Je t'écris parce que tu vis quelque part, parce que je refuse de croire que tu as disparu sans laisser de traces. » Camille lut ces lignes à voix haute, seule dans la chambre de son enfance reconstituée. Et elle comprit enfin que l'amour que Marianne lui avait porté n'avait jamais disparu, qu'il avait persisté, année après année, lettre après lettre, qu'elle avait été aimée, attendue, désirée, même dans l'absence. Elle retourna à la cabane le cœur plus léger, mais toujours indécis. Elle savait maintenant qu'elle ne voulait pas rompre avec sa vie simple. Les forêts, les matins brumeux, les confitures, les livres lus au coin du feu faisaient la partie de son identité autant que les portraits ancestraux, les lettres brodées et les prénoms composés. Peu à peu, elle aménagea un projet, une idée floue qui prit corps au fil des jours. Elle ne voulait pas choisir. Elle construirait un pont, un lieu entre deux mondes. Une maison proche du village, mais plus accessible, où elle pourrait recevoir les Valois, accueillir Dorian, cultiver ses racines, sans perdre ce qu'il avait sauvé durant tant d'années. Elle en parla à Auguste, qui l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il posa une main sur la sienne. « Je ne veux pas que tu deviennes Élise pour me faire plaisir. Je veux que tu deviennes entière pour toi-même. » Et Camille comprit que ce chemin ne serait pas facile, mais qu'il serait juste. Elle n'avait plus peur. Elle savait maintenant d'où elle venait. Elle n'était plus perdue. Et surtout, elle n'était plus seule. Lorsque les ouvriers commencèrent les travaux dans la maison secondaire qu'elle avait choisie, à mi-chemin entre sa cabane isolée et le village de Sévrier, Camille ressentit un mélange étrange d'excitation et de crainte. Ce nouveau lieu représentait une transition concrète, la matérialisation du pont qu'elle voulait bâtir entre les deux versions d'elle-même. Elle avait trouvé une vieille bâtisse en pierre, abandonnée depuis des années mais encore solide, nichée à l'orée des bois, assez proche du monde qu'elle connaissait, mais ouverte à celui qu'elle redécouvrait. C'était le parfait entre deux. Elle passait ses journées à nettoyer les poutres, choisir des meubles, trier ses affaires. Elle n'avait jamais possédé grand-chose, mais chaque objet qu'elle décidait d'emporter, ou non, symbolisait quelque chose. Une casserole, un livre, un tissu brodé, un cadre photo. Autant de morceaux d'une vie qu'elle recomposait patiemment. Parallèlement, elle faisait des allers-retours discrets à Paris. Auguste l'avait invitée à découvrir les archives personnelles de la famille, conservées dans une pièce attenante à la bibliothèque. Ce fut dans cette pièce que Camille fit une découverte qui allait bouleverser tout ce qu'elle pensait avoir compris jusque-là. Un après-midi, alors qu'elle feuilletait de vieux journaux intimes de Marianne, Auguste entra, une boîte en bois à la main. Il s'assit près d'elle,
et posa la boîte sur la table. Elle était scellée d'un ruban rouge, noué à la main, jauni par le temps. Il la regarda longuement avant de parler. « Je ne l'avais jamais ouverte. Elle appartenait à Marianne. Elle l'avait cachée derrière une fausse paroi dans l'armoire de sa chambre. C'est la gouvernante actuelle qui l'a découverte en remettant de l'ordre. Je pense que tu dois la lire. Je ne veux pas l'ouvrir moi-même. Ce qu'elle contient t'est destiné. » Camille resta figée quelques secondes. Le ruban était simple, mais semblait contenir une solennité presque sacrée. Elle le défit lentement, souleva le couvercle et découvrit une pile de lettres soigneusement rangées, toutes adressées à une même destinataire, Élise. Chaque lettre était datée. La première du mois d'août 1995 avait été écrite quelques jours seulement après sa disparition. Camille la prit entre ses mains et se mit à lire. Marianne écrivait avec une plume élégante des phrases pleines de tendresse, de douleur contenue, d'amour incommensurable. Elle racontait sa recherche, son sentiment de perte, les moments de silence dans la maison. Elle parlait des objets qu'elle avait laissés dans la chambre d'Élise, des berceuses qu'elle chantait encore le soir, seule. À chaque lettre, l'année avançait. 1996, 1997, puis 2000, 2005, 2010. Chaque mot témoignait d'un espoir intact. Marianne n'écrivait pas pour se consoler, mais dans l'attente réelle d'un retour. Camille les lut toutes, sans interruption. À mesure qu'elle tournait les pages, elle sentait les liens se retisser entre elle et cette femme qu'elle n'avait jamais connue consciemment. Marianne n'était pas une abstraction, elle était une mère présente, constante, ardente. Elle avait cru en elle quand tout le monde avait abandonné. Elle lui écrivait comme à une fille vivante, présente dans l'esprit, si ce n'était dans la maison. Dans une lettre de 2015, elle écrivait « Je sais que tu es quelque part. Je sens ton souffle quand le vent passe dans le jardin. Je rêve de toi souvent. Tu as grandi, tu me souris. Et je me réveille avec l'impression que tu vas entrer par la porte. » Camille posa les lettres, les larmes coulant librement. Elle ne pleurait pas seulement sur le passé, mais sur l'amour inespéré qu'elle recevait maintenant, comme un cadeau venu d'un autre monde. Auguste s'approcha, posa une main douce sur son épaule. Il ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Ce silence partagé valait plus que 1000 discours. Ce fut à ce moment que Camille comprit que les dernières résistances qu'elle portait s'étaient effondrées. Elle n'était plus en conflit entre deux identités. Elle portait désormais les deux comme des parties égales d'un tout. Camille, la femme des montagnes, libre, discrète, façonnée par le silence, et Élise, l'enfant aimé, attendu, enracinée dans une histoire ancienne, mais toujours vivante. Elle demanda à conserver les lettres. Auguste acquiesça sans hésiter. Elle les emporta dans un coffret qu'elle plaça au cœur de sa nouvelle maison, dans une pièce lumineuse qu'elle destina à la lecture et aux souvenirs. Elle y installa aussi le médaillon, une photo de Marianne et une reproduction du premier dessin offert par Dorian. Cet espace devint une sorte de sanctuaire, non pas pour pleurer, mais pour se souvenir avec douceur. Une preuve qu'elle n'avait jamais été seule. Qu'un fil invisible l'avait toujours reliée à ceux qui l'avaient aimée, même dans l'absence. Peu de temps après, elle reçut un appel de Dorian. Il avait terminé une série de dessins et voulait les lui montrer. Il demanda à venir passer quelques jours avec elle dans sa nouvelle maison. Auguste donna son accord à condition qu'un employé reste à proximité. Camille accepta avec joie. Quand Dorian arriva, il courut dans les bois comme un jeune loup revenu sur un territoire familier. Il passa des heures à dessiner les paysages, les arbres, les oiseaux, mais aussi le visage de Camille, qu'il redessinait sous des angles différents, comme pour mieux la fixer dans sa mémoire. Le soir, il s'asseyait près du feu, lisait à voix haute, partageait des silences pleins d'histoires non dites. Camille sentit que cette maison devenait un lieu d'enracinement, pas un retour au passé, mais une réinvention du présent. Un endroit où elle pouvait être entièrement elle-même, sans renier ni le passé ni le chemin parcouru. Un après-midi, Dorian lui demanda « Tu es heureuse maintenant ?» Elle réfléchit un moment, regarda les montagnes au loin, puis répondit « Oui, parce que je sais enfin d'où je viens, et parce que je choisis où je vais. » Dorian sourit, comme s'il comprenait tout. Il retourna à son dessin, et Camille, les mains autour d'une tasse chaude, sentit une paix profonde l'envahir. Elle n'avait pas encore tout reconstruit, mais elle avait retrouvé ce qui avait toujours manqué, une mémoire aimante, et avec elle, un avenir à bâtir.
Lorsque le printemps s'installa définitivement dans la région d'Annecy, la neige s'était retirée des sentiers de montagne. Les arbres bourgeonnaient de nouveau et les oiseaux remplissaient l'air d'une vivacité retrouvée. La maison que Camille avait rénovée prenait désormais pleinement sa place dans le paysage. Les volets fraîchement peints reflétaient la lumière du matin. Les pierres anciennes semblaient renaître sous les mains qui les avaient nettoyées et reconstruites. Le jardin, modeste mais bien tenu, portait les premiers signes d'une saison fertile. Les framboisiers qu'elle avait transplantés de la cabane commençaient à fleurir. Un banc de bois avait été installé sous le vieux chêne. C'était là, sous cet arbre, qu'elle passait de longues heures à lire, écrire ou simplement écouter le vent. Le calme n'était plus celui d'une fuite ou d'une solitude imposée, mais celui d'un choix. Camille, ou plutôt Élise, comme elle avait commencé à se présenter à ceux qui la connaissaient désormais sous son nom retrouvé, avait réuni en elle les deux parts de son existence. Son acte de naissance avait été officiellement rétabli. Les autorités avaient validé la filiation avec la famille Valois après présentation des preuves génétiques et documentaires. Le nom de Camille Moreau demeurait dans les archives, mais il s'était effacé de ses papiers. Ce changement n'avait pourtant rien d'une rupture. Elle avait insisté pour que les deux noms figurent ensemble dans ses correspondances. Élise Valois, née Camille Moreau. Une double mémoire, un double ancrage. Sa relation avec Auguste avait évolué avec une lenteur respectueuse. L'homme, vieillissant mais d'une lucidité intacte, lui avait confié un jour lors d'une de leurs promenades dans le jardin parisien « Tu es ce que nous avons perdu et ce que nous avons retrouvé, mais tu n'es pas obligé d'être le miroir de ce que nous espérions. Tu as le droit d'être différente. » Élise avait souri. Cette acceptation douce et libre lui avait permis d'ouvrir la porte de sa nouvelle maison aux membres de la famille Valois, mais aussi aux habitants du village de Sévrier qui la redécouvraient peu à peu sous un autre jour. Ceux qui la connaissaient, comme la discrète vendeuse de confitures, découvraient une femme qui avait une histoire plus grande que ses bocaux, mais personne ne la traitait avec condescendance. Elle avait gagné, par son silence et sa patience, une forme de respect tranquille. Dorian, désormais guéri de ses blessures, venait passer des week-ends entiers chez elle. Il dormait dans la petite chambre bleue, celle qu'elle avait aménagée spécialement pour lui. Ensemble, ils exploraient les sentiers, cuisinaient des plats simples, dessinaient sur les carnets qu'ils collectionnaient. Il l'appelait Élise parfois, Camille d'autres fois, selon les jours et les humeurs. Elle ne le corrigeait jamais. Il était le seul à pouvoir jouer avec ces deux noms sans la troubler. Il représentait ce lien vivant entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle devenait. Le jour où elle invita Auguste à venir découvrir la maison fut un moment d'émotion contenue. Il arriva accompagné de son assistant, mais refusa l'aide pour sortir de la voiture. Il marcha lentement, mais d'un pas assuré, le long du sentier de gravier. Lorsqu'il franchit le seuil de la maison, il s'arrêta quelques instants dans l'entrée. Il regarda les murs blancs, les meubles en bois, les plantes dans les pots de terre cuite. Puis il tourna les yeux vers elle et dit, sans détour, « Cette maison, c'est toi, ni l'une ni l'autre, les deux à la fois, et c'est ce qui la rend belle. » Élise le conduisit dans le petit salon, où un feu doux crépitait dans la cheminée. Ils s'assirent côte à côte. Elle sortit un album photo, un mélange d'images anciennes et nouvelles. Les premières pages montraient des souvenirs reconstitués, photos de Marianne, de la chambre d'enfant, des lettres retrouvées. Les pages suivantes contenaient des images de sa vie à la cabane, les confitures sur l'étagère, le jardin enneigé, les livres ouverts près du feu. Enfin, les dernières photos montraient Dorian, elle et Auguste ensemble, riant dans le jardin. Des fragments de deux vies qui n'en faisaient plus qu'une. Auguste regarda chaque image avec attention, les doigts tremblants mais les yeux brillants. Lorsqu'il referma l'album, il posa la main sur celle d'Élise. « Tu n'as pas besoin de vivre à Paris, ni de porter un nom comme une couronne, mais sache que notre maison est toujours là, pas comme une obligation mais comme un lieu où tu seras toujours attendu. » Elle hocha la tête, émue, incapable de parler. Il comprenait, il acceptait, et cela suffisait. Les mois passèrent. Élise se lança dans un projet qui lui tenait à cœur, une petite librairie-café à l'intérieur même de sa maison. Elle y proposait des livres anciens, des tisanes, des confitures, mais aussi des moments de lecture pour les enfants du village. Le lieu devint rapidement un point de rencontre discret mais vivant, une passerelle entre les générations, les classes sociales, les histoires individuelles. Elle ne cherchait pas à se faire connaître.
Elle ne donnait pas d'interview. Quelques articles circulèrent dans la presse locale, mentionnant l'histoire de cette femme retrouvée après 3 décennies, mais elle déclina toutes les demandes de reportage. Ce qu'elle voulait, ce n'était pas la reconnaissance, mais la paix. Et cette paix, elle l'avait construite. La cabane restait debout, intacte, entretenue comme un sanctuaire. Parfois, elle y passait la nuit, seule, pour se rappeler d'où elle venait. Elle y laissait un carnet, dans lequel elle écrivait quelques lignes chaque fois. Non pas un journal intime, mais une conversation avec René. Une manière de poser ses questions, même sans réponse. Un soir d'automne, alors que le vent faisait danser les feuilles rousses autour de la maison, Élise s'assit sous le chêne, un livre à la main. Dorian jouait plus loin avec un chien adopté récemment. Auguste, assoupi dans un fauteuil à l'intérieur, respirait calmement. Le monde tournait lentement à son rythme. Il n'y avait plus de peur, plus de fuite, plus de silences amers. Il y avait seulement une femme, debout dans sa vérité, qui avait traversé la nuit et trouvé, dans le creux d'une tempête, le chemin du retour.